Bonjour. Bonjour. Maintenant, je vais passer au français. Très bien. Je ne maîtrise pas aussi bien l'anglais que Massa et je ne maîtrise pas du tout le grec. Alors je vais vous adresser en français. J'espère que vous me comprendrez. Et c'est un grand plaisir pour moi de faire cette présentation à Thessaloniki, ville carrefour depuis l'Antiquité, de différentes cultures, de langues et de peuples. Et je m'appelle Atsuko Koichi, j'enseigne le français et la politique linguistique éducative à l'université Keio, une des plus vieilles universités privées au Japon. Et j'occupe la fonction de présidente de la Société japonaise de didactique du français depuis bientôt presque un an et demi. Et je me sens investie d'une responsabilité sans cesse grandissante pour faire reconnaître l'importance de l'enseignement de plusieurs langues, notamment celui du français bien sûr, dans les établissements scolaires et universitaires au Japon, où l'enseignement du seul anglais, comme disait Massa tout à l'heure, domine plus que jamais. Mais il est vrai que selon le cadre européen commun de référence pour les langues, la juxtaposition de plusieurs langues seules dans le curriculum scolaire n'implique aucunement le plurilinguisme. Mais je pense que c'est au moins un premier pas et une des bases sur laquelle doit être recherché le plurilinguisme et le pluriculturalisme qui en découle au Japon. Aujourd'hui, je voudrais donc vous présenter une partie de nos efforts pour dépasser le monolinguisme anglais dans l'enseignement des langues vivantes au Japon, même si ce défi peut sembler perdu d'avance aux yeux de certains, du fait de la folle course au skill de l'enseignement de l'anglais. C'est pourtant le seul chemin qui justifie notre raison d'être en tant qu'enseignant de langue vivante dans le système scolaire au Japon. Voilà, je vais passer. Ça, c'est le fil conducteur de mon exposé. Introduction, etc. Et alors, au mois d'avril cette année, nous avons eu la mauvaise surprise de voir le comité exécutif pour la revitalisation de l'éducation du Parti libéral-démocrate, parti gouvernemental actuel, présenter au Premier ministre Abe, que vous avez vu tout à l'heure, le soi-disant le projet de réforme fondamentale de l'enseignement de l'anglais, dans le cadre d'une plus grande proposition concernant la formation d'une jeunesse adaptée à la mondialisation. Ce que disait Massa, global human resource for, yes. And ce projet n'était en fait que le prolongement de la tendance générale du renforcement de l'enseignement de l'anglais au Japon. Mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est le fait qu'il attachait une plus grande importance, beaucoup trop grande même, à l'utilisation de TOEFL, Test of English as a Foreign Language, pour le concours d'entrée à l'université, pour les diplômes universitaires et pour l'attribution de certificats d'enseignants d'anglais, et en plus de l'exigence d'un certain niveau pour les lycées aussi. Donc on voulait généraliser l'utilisation de TOEFL à tous les niveaux. Et ce projet a ensuite été suivi dans ses grandes lignes par le comité exécutif pour la revitalisation de l'éducation du gouvernement, ainsi que Keizai Dōyūkai, Japan Association of Cooperative Executives, une des grandes associations du monde industriel. Donc il faut dire qu'au Japon, cette grande tendance de monopole d'anglais, ça a été vraiment exigé et renforcé par le monde industriel.
Et le gouvernement est influencé d'une manière vraiment très forte par cette pression du monde industriel. À un tel stade, ce pragmatisme guidé par le seul principe du marché et du profit a provoqué un véritable sentiment de crise, même chez les enseignants d'anglais, et nous a incité à réfléchir plus que jamais sur le sens et les objectifs de l'enseignement des langues vivantes. Et tout de suite après cette présentation de la réforme fondamentale, etc., apparu un livre, vraiment un mois et demi plus tard de l'apparition de cette proposition, a publié ce livre par des enseignants d'anglais qui se sentaient vraiment menacés par la politique linguistique et éducative du gouvernement. Et fin octobre, donc cette année, donc tout récemment, il y a un mois, presque un mois et demi, un matin, nous avons été surpris par la nouvelle de changement de statut de l'anglais à l'école élémentaire en 2020, donc dans 7 ans. Il ne s'agissait pas d'une annonce officielle du ministère de l'Éducation nationale, mais c'était une espèce de scoop du journal Yomiuri. L'article révélait donc le projet de renforcement de l'enseignement de l'anglais au niveau primaire. Et donc, il y avait ce mouvement de renforcer de l'enseignement de l'anglais. Ça avançait sans qu'on le sache vraiment. Donc, c'est grâce à ce journal qu'on a appris qu'il y aurait vraiment cette tendance de monopole de l'anglais sera renforcée beaucoup plus. Et jusqu'à maintenant, pour l'instant, l'enseignement de l'anglais n'est pas enseigné comme un sujet. Ce sont des activités d'anglais, donc c'est-à-dire que les élèves ne sont pas évalués en classe, donc ils sont imprégnés dans les activités en anglais. Ils chantent, ils dansent, ils font des jeux en anglais. Donc, mais ils veulent rendre cet enseignement comme un vrai enseignement où les élèves seront évalués. Bon, alors maintenant je vais passer au deuxième chapitre. Pourquoi le plurilinguisme au Japon? Au Japon, ainsi, la philosophie cède facilement sa place au principe du marché, et c'est le principe d'efficacité économique cherchant l'uniformisation qui surpasse tout le reste. Or, on ne saurait trop insister, même au Japon, sur l'importance de la notion de diversité linguistique et culturelle mise en valeur en Europe. Parce que, premièrement, déjà à l'intérieur du pays, on commence à avoir une grande proportion de population d'origine étrangère, dont a parlé Massa tout à l'heure, et que, deuxièmement, nombreux sont les Japonais et les entreprises japonaises qui franchissent les frontières et s'installent en dehors du pays. Est-ce que pour ces personnes, les entreprises, la connaissance du seul anglais est suffisante dans leur vie privée et activité professionnelle? La réponse à cette question est bien évidemment non. Pour moi, ce qu'il faut cultiver chez les jeunes de nos jours, c'est la compétence plurilingue et pluriculturelle. Et maintenant, je vais vous parler pourquoi, ce que je pense, pourquoi la CPP, compétence plurilingue et pluriculturelle, est importante. Elle mène à dépasser la dichotomie entre sa propre culture et la culture étrangère, et dépasser ainsi l'ethnocentrisme. Alors si on apprend qu'une seule langue, on met en contraste sa propre langue et culture et la culture et la langue étrangère. Donc là, on ne peut pas dépasser l'ethnocentrisme. Mais alors que quand il y a au moins 2 langues étrangères qui reflètent au moins deux cultures étrangères, on pourra
on peut éviter ce risque de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire moi et l'autre. Quand il y a trois pôles, on peut relativiser plus sa propre langue et sa propre culture. Donc je pense qu'au moins, il faut apprendre 2 ou 3 langues étrangères. Éviter les stéréotypes culturels. Alors, ça pourrait cultiver ainsi l'attitude de tolérance chez les apprenants vis-à-vis des autres. Alors 3, former la compétence métalinguistique. Et 4, donner la compétitivité économique. En fait, la logique simpliste de la mondialisation égale à l'anglais, qui est la position de notre gouvernement et le monde industriel japonais, cette logique ne tient pas debout, même dans le monde industriel et commercial. Prenons l'exemple des entreprises qui souhaiteraient élargir leur marché dans des pays étrangers. Ne leur faut-il pas des connaissances des langues de ces régions pour bien connaître les besoins des habitants? Ne leur faut-il pas des connaissances des cultures et des pays pour travailler avec les autochtones? Prenons un exemple d'une entreprise japonaise qui veut s'installer en Grèce. Si l'employé japonais envoyé par le bureau au Japon ne comprennent pas du tout le grec, comment ils vont comprendre les besoins du marché ici? Donc, du point de vue économique, c'est aussi important. Donc, dans ce contexte général, comment dépasser le monolinguisme institutionnel? Je pense pouvoir citer 3 tentatives qui sont mises en pratique récemment au Japon pour dépasser ce monolinguisme institutionnel et faire vivre le plurilinguisme et cultiver la compétence plurilingue et pluriculturelle. Alors, tout d'abord, proposition de l'introduction d'une 2e langue étrangère obligatoire au lycée, contrairement ici, les jeunes japonais n'apprennent que l'anglais, dès la primaire jusqu'à l'université. Même à l'université, depuis 1991, où il y a eu la dérégularisation des règles de l'université, l'enseignement de la 2e langue étrangère n'est plus obligatoire. Donc avant, au moins 2 langues étrangères étaient obligatoires au niveau universitaire. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc les jeunes, la plupart des Japonais n'ont que l'occasion d'apprendre l'anglais. Donc ça, je trouve ça très dommage. Et maintenant, nous préparons une pétition, une demande auprès du ministère, l'introduction d'une 2e langue étrangère, obligatoire au lycée. Bon, on ne sait pas si c'est accepté, mais on prévoit ça à long terme, peut-être pour le changement de programme d'enseignement dont a parlé Massa, qui se fait tous les 10 ans. Donc peut-être, pas dans 10 ans, mais peut-être dans 20 ans, on aura ce changement de système, en espérant. On espère. Et deuxièmement, élaboration du Meiyasu, de livres de référence pour l'enseignement du coréen et du chinois. Et c'est déjà fait, mais ce mouvement s'élargit sur le se faire des autres langues. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire, Meiyasu, c'est le livre de référence. Oui. Ça va, oui, c'est le dernier diapo. Alors, il me faut encore 8 minutes.